Mais si demain tu as un problème, il faut que tu t'approches de quelqu'un qui est dans le domaine spirituel. Cette personne qui va te conseiller. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Et comment ça se fait qu'un livre qui a été inspiré par Dieu, qui a été écrit par des personnes inspirées par Dieu, ait des mises à jour? Et des mises à jour. Oui, puisque s'il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament, ça veut dire quelque part il y a des modifications ou des améliorations. Ce ne sont pas des mises à jour. C'est quoi? Mais c'est le plan de Dieu. L'Ancien Testament, c'est ce que nos aïeux pratiquaient jusqu'à ce que Jésus-Christ n'arrive. Une fois que Jésus-Christ est arrivé, ça commence à partir du Nouveau Testament. Sa naissance, ses enseignements et les apôtres qui lui ont suivi après son départ. D'accord. Ouais. Donc, Dieu sait tout. On est d'accord? Dieu sait tout, oui. Dieu sait tout. Oui. Pourquoi n'avoir pas donné tous ces enseignements-là directement aux gens qui ont écrit l'Ancien Testament? Pourquoi avoir attendu que de donner l'inspiration aux gens qui étaient là avant Jésus-Christ? Oui. Et ensuite donner l'inspiration aux gens qui venaient après Jésus-Christ? Pourquoi? Oui, c'est pas qu'il n'a pas parlé du Nouveau Testament dans l'Ancien Testament. L'arrivée de Jésus-Christ, il a même bien dit dans le livre d'Ésaïe. Oui. Donc, je vois qu'il a déjà prédire l'avenir. Oui. Sauf qu'il n'a pas dit ceux qui vont écrire le Nouveau Testament. Ouais. Donc, du coup, je vois déjà qu'il y a une révélation derrière. Donc, c'est déjà dit, quoi. C'est déjà écrit. Mais sauf que physiquement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ouais. OK. Et donc, il y a aussi une question que j'aimerais te poser, c'est celle de savoir... Dieu sait tout sur tout. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui, on est d'accord. Ok. Donc ça veut dire qu'il sait que dans quelques minutes, il connaît la question que je vais te poser. C'est ça. Ok. Et il sait aussi que peut-être demain ou après-demain, il y aura, je sais pas moi, je dis un truc bateau, il y aura peut-être un avion qui va se crasher. Oui. Mais il laisse faire. Pourquoi? Pardon. Ma référence toujours c'est la Bible. La Bible dit il y a rien, Dieu ne fait rien. Tout ce qui nous arrive plutôt dans ce monde de mal ou de bien, c'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. Oui, mais ça veut dire que Dieu, c'est quand même un Dieu très, très jaloux, très égoïste quand même. Pourtant, il prône le fait d'être généreux. Oui, il a ce côté aussi. Voilà. Mais comment ça se fait? C'est contradictoire puisque on dit que les autres humains sont faits à l'image de Dieu. Sauf que Dieu prône la générosité. Oui. Il prône, je vais dire quoi, l'humilité. Oui. Le fait qu'on ne soit pas trop attaché à tout ce qui est bien luxure et tout le bazar. Matériel. Voilà. Mais à côté de ça, on se rend quand même on rend compte que c'est un Dieu très jaloux et très égoïste, quoi. Égoïste dans quel sens? Je dirais peut-être pas égoïste, mais le fait que il faille toujours lui rendre les honneurs, la gloire au Seigneur et tout le bazar. La gloire, comment, genre, lui remercier. Si, par exemple, tu me fais un cadeau, il faut que... Bon, c'est vrai que tu ne vas pas me demander, mais il faut que je te remercie. Je sois reconnaissant par rapport à ce que tu m'as donné. Donc, c'est ce qu'on fait d'habitude. Est-ce qu'il en a vraiment besoin de ça? Il n'en a pas besoin, mais bon, si on ne le remercie pas, il n'en a pas vraiment besoin, mais bon, naturellement, on le fait, quoi. Mais oui, non, mais s'il n'en a pas besoin, parce que... Il faut aller à l'église, il faut reverser la dîme, parce que quelque part, c'est une manière pour nous de dire qu'on respecte ses principes et tout. Oui. Mais en soi, la dîme qu'on reverse, entre guillemets, ça a été écrit dans la Bible. Oui, c'est écrit dans la Bible. Mais pourquoi est-ce que dans la Bible, bon, peut-être c'est moi qui ne sais pas, je pose la question, pourquoi il ne dit pas tout simplement aux prêtres que lancer des business? Pourquoi compter sur l'argent que les fidèles vont leur remettre? Oui, la Bible parle de business, sauf que, en fait, c'est pas dit clairement de façon brute que tu saches que oui, il te dit de lancer des business. Mais pourquoi on ne le dit pas clairement? Pourquoi il faut toujours que ce soit un peu paraphrasé? Oui, c'est pourquoi il faut j'ai même parlé de ça, comment lire efficacement la Bible. Voilà. Je disais tout à l'heure que la Bible, c'est un livre complet où tu peux trouver l'entrepreneuriat, le développement personnel, la comptabilité et tout. Il y a tout cela dans la Bible. Ouais. Donc, du coup, je suis convaincu que c'est vrai, la Bible parle de toutes ces notions-là. Il faut aussi quelqu'un qui maîtrise la Bible pour pouvoir révéler toutes ces choses-là ou bien montrer aux fidèles toutes ces choses-là. Parce qu'on n'a pas
toujours la même compréhension quand on démarre. On est d'accord. Ouais. On est d'accord. C'est ça. Mais donc, comment lire efficacement la Bible, du coup? Voilà. Ça, c'est une très bonne question. Lire efficacement la Bible demande de se couper totalement du monde de l'extérieur. Demande une concentration. Imagine, je sors du boulot avec le bruit, tout ce que mon esprit est déjà tourmenté. Toute la journée, j'ai subi pas mal de pression. Et je prends la Bible. Bah, c'est juste une lecture passive. Je ne vais rien retenir, je ne vais rien même comprendre. Mais si je prends par exemple la Bible avec une concentration totale et je suis coupé totalement du monde extérieur, je peux comprendre l'écriture, vraiment ce que la Bible dit. Il ne faut pas seulement lire une fois, mais lire, relire, pour pouvoir bien cerner ce que la Bible dit. Et surtout là où la Bible parle de quelqu'un d'autre, par exemple, la Bible dit Valère, non, je mets mon nom là-bas. Et là, je rends l'écriture personnelle. Là, la Bible me parle directement. Là, je peux comprendre. Mais qui te dit que l'interprétation que tu fais est nécessairement la bonne? Qui me dit que l'interprétation que je fais est la bonne? L'interprétation que je donne à la Bible, ça dépend de l'environnement dans lequel je fais cette lecture-là. Parce que si tu es bien concentré, bien concentré sur ce que tu lis, tu es déconnecté du monde extérieur, je suis convaincu que tu auras la réponse et l'interprétation que tu vas donner. C'est vrai que la Bible, il y a certains versets, souvent c'est polysémique. Donc, du coup, l'interprétation que je donne ne sera pas différente que ce que tu vas donner. C'est pourquoi dans un verset, tu peux trouver plusieurs enseignements. Mais toi, tu prends ce qui te convient. Je ne vais pas dire ce qui te convient, mais je cherche quelque chose. Supposons par exemple que je cherche juste une notion sur le développement personnel. Je cherche le courage ou bien l'encouragement, par exemple. Et je lis un verset qui parle, ça parle d'autre chose. Ça parle d'autre chose, mais ce verset particulièrement, ça me parle sur le développement personnel. Je prends cette leçon-là. D'accord. Ok. Ça veut dire, tu as dit tout à l'heure que l'interprétation qu'on fait dépend de l'environnement dans lequel on se trouve. Du coup, ça veut dire que quelqu'un qui est au Togo... Non, je ne parle pas d'environnement physique, géographique. C'est ça. L'environnement spirituel. Spirituel, c'est ça. Ok. Et donc, puisqu'on parle de spiritualité, on parle de religion. Moi, j'ai envie de dire que quand on parle de religion, de christianisme et tout le bazar, selon toi, et attention à la réponse que tu vas donner là, comment est-ce que les Africains rentrent en contact avec la religion et le christianisme? Comment ils rentrent? À quel moment, selon toi? À quel moment ils rentrent en contact avec le christianisme, la religion et tout le bazar? À quel moment? Si tu peux... Je repose ma question. On est d'accord qu'aujourd'hui, on décompte les années à partir de la naissance de Jésus-Christ. C'est ça. Ok. Jésus-Christ qui, entre guillemets, existerait depuis un peu plus de 2000 ans. Est-ce que tu es d'accord déjà? Pourquoi tu utilises le conditionnel? Je dis le conditionnel parce que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Mais on commence à compter l'année à partir de... avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. On ne peut pas parler de quelque chose qui n'existe pas. Non, je dis existerait parce qu'il y en a pour qui Jésus-Christ n'a pas existé. Donc là, il dit existerait. Bon, je ne suis pas d'accord, mais on continue. Mais aujourd'hui, c'est moi qui pose les questions. Ok, voilà. Vas-y. Et très souvent, dans les écrits, tu es libre, sans ta libre de contredire ce que je vais dire. Très souvent, dans les écrits, on se laisse comprendre que ce sont les Occidentaux qui ont permis aux Africains de connaître Dieu. Quand je parle de Dieu, c'est Dieu tel que présenté dans la Bible. Moi, la question que je m'avais d'abord te poser, c'est de savoir, est-ce que ce sont les Occidentaux qui ont fait en sorte que les Africains connaissent Dieu tel qu'il nous le présente? D'après, si je peux me baser sur l'histoire, je peux dire que oui, c'est les Occidentaux qui nous ont permis de découvrir la Bible. Et bon, Dieu, ça existe, peut-être que dans la société, on l'appelait par d'autres noms. Donc, voilà. Maintenant, c'est issu, cette connaissance vient du fait qu'on a été colonisé. Je me base toujours sur l'histoire parce que je me rappelle que selon l'histoire, les colons venaient avec des missionnaires. Des missionnaires avec la Bible, ils se regroupaient autour d'une table où les missionnaires partageaient la bonne nouvelle et ainsi de suite. C'est de là où sont nées les églises et ainsi de suite.
De ce fait, je peux dire que oui, c'est grâce à eux. Peut-être qu'il y a d'autres sources. Hein. Ben, si tu connais d'autres sources... C'était important que tu essaies de... Je voudrais avoir ta réponse par rapport à ça. Parce que tu as dit que là, aujourd'hui, on va pas te brosser dans le sens du poil. On va aller te secouer. Il n'y a pas de souci. Les recherches scientifiques, et tous les scientifiques plus ou moins semblent être d'accord avec ça, révèlent que les Africains existent depuis plus de 300 000 ans. D'accord. Sauf que la religion chrétienne a plus de 2000 ans. Et comme par hasard, chrétien, Christ, Jésus est blanc. Qui t'a dit que Jésus est blanc? La représentation qu'on fait de Jésus en tout cas. Non, ça c'est juste la représentation. Tu as bien dit la représentation. Okay. Et moi-même, je ne suis pas d'accord parce que la Bible même combat ça. Parfait. Bon, ça veut dire qu'on va mettre d'abord ça de côté. Ouais. Comment ça se fait que des Africains qui existent depuis plus de 300 000 ans, qu'il a fallu attendre qu'il y ait des blancs, qui sont la peau blanche qui prend naissance, je crois, après la dernière glaciation, un truc comme ça, qui a moins de 10 000 années d'existence. Comment ça se fait qu'une communauté qui existe depuis plus de 300 000 ans découvre Dieu, entre guillemets, le Dieu qu'on nous présente aujourd'hui, grâce à des personnes qui existent depuis à partir de demain. À peu près. C'est quoi le truc? Je vais juste faire une analogie très simple. Est-ce que, je prends par exemple un exemple, supposons que tu existais depuis, je ne sais pas, plusieurs années avant moi, et que tu fais quelque chose qui est bien, et que je me retrouve dedans, et cela ne me nuit pas. Est-ce que c'est un péché de prendre ce que tu fais ou bien de copier ce que tu fais? Non. Bah, je ne vois pas où est le problème. Ok. Les Africains avant ça, ils faisaient comment pour vivre alors, s'ils ne connaissaient pas Dieu? Ce Dieu qu'on nous présente aujourd'hui, comment ça se passait? Ils ont quand même vécu plus de 250 000 ans sans connaître, entre guillemets, ce Dieu qu'on nous présente aujourd'hui. Oui. Mais comment ils faisaient? Est-ce que pendant 250 000 ans, ils se sont trompés? Ça, je ne saurais pas te le dire, mais ce que je sais, c'est que si quelqu'un a vécu pendant plusieurs années et du jour au lendemain, il change de direction, ça veut dire que quelque chose n'a pas marché. Ça peut aussi être qu'on l'a dupé. On ne l'a pas dupé parce qu'il est bien placé pour pouvoir faire une comparaison entre la vie d'avant et la vie qu'il mène là. Mais quand on a détruit tous vos écrits, on a détruit vos mosquées, on a détruit vos manuscrits. Bref, on a carrément détruit une bonne partie de votre histoire. Et quand on vous impose une autre culture par les armes, est-ce à dire que forcément, on a vu que l'autre c'était meilleur? Mais on n'impose pas le christianisme par les armes. Et les guerres religieuses, qu'est-ce que c'est? Les guerres religieuses, certes, ça existe, mais moi, j'en ai pas connu, donc du coup, je suis pas bien placé pour pouvoir en parler. Mais moi, je parle de mon expérience personnelle. Donc, du coup, de ce fait, je peux pas dire qu'on m'impose. Le christianisme, c'est libre, tu viens quand tu veux. Ça, c'est aujourd'hui. Mais l'histoire révèle que, par le passé, les pasteurs, pas les pasteurs, les prêtres, bref, les hommes de Dieu, les papes et tout, c'est eux qui avaient le plein pouvoir. Aujourd'hui, le pouvoir est passé du côté des politiciens. D'accord. Mais avant, avant même les premières personnes à apprendre à lire, très souvent, c'est des personnes qui devaient apprendre la parole de Dieu. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit, c'est pas moi qui le dis. Bon, ça, voilà. je n'ai pas cette information, voilà. Mais je te laisse continuer. C'est des... Parce que les écrits sont clairs. Nos ancêtres, au départ, n'étaient pas forcément OK avec ça. Puisque quand même, tu te doutes bien que les gens ont vécu plus de 250 000 ans. Ils avaient leur manière de fonctionner à eux, qui n'était pas forcément pire que ce qu'ils ont imposé. Et quand on vient, parce que la religion elle a été imposée. Elle a été imposée par la communauté africaine. D'ailleurs, même quand je regarde un peu... par exemple, je ne vais pas prendre la Chine, mais quand je regarde peut-être les Indiens, ils ont leur manière, il y a plusieurs religions et tout le bazar, bref, ils ont leur dieu à eux, Bouddha et tout le bazar. Tu vois. Quand tu vas du côté je vais dire, des Arabes, ils ont leur truc, on a vite compris que c'est Allah et tout le bazar. Maintenant, quand on vient du côté occidental, on a vite compris que c'est Dieu, c'est la religion judéo-chrétienne et tout le bazar.
Mais maintenant, on se rend compte qu'en fonction des zones géographiques et tout, on a une chacun religion. Plus ou moins sa religion est dans laquelle son Dieu, entre guillemets, lui ressemble. Tu vois un peu? Oui. Mais chez nous, en Afrique, on est très souvent en train de délaisser notre spiritualité pour dire, ok, c'est entre guillemets la spiritualité des autres qui est meilleure. Est-ce que c'est pas contre-productif? Le fait de se baser sur cette analyse ou bien sur la forme ne donne pas, je vais dire, une bonne analyse du fait. Parce que quand je rentre en l'intérieur, moi, ce que je sais aujourd'hui, je sais que quand je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchit et toute langue confesse. Bon, ça seulement, ça me suffit. Ok. Donc, par rapport à avant, c'est que cela n'était pas possible. Si aujourd'hui, je peux me débarrasser de ces esprits, de tout ce qui me dérange spirituellement, bah, tant mieux. Mais si avant je ne pouvais pas le faire, bah, pourquoi je vais encore choisir de retourner en arrière? C'est pourquoi je dis il faut rentrer plutôt dans le fond, pas se concentrer uniquement sur la forme. Ça dépend de ce que je gagne. Moi, aujourd'hui, je suis bien placé pour pouvoir faire une comparaison entre la vie d'avant et la vie actuelle. Actuelle, d'accord. Donc, si ce que je vois aujourd'hui ne me convient pas, bah, je retourne en arrière et je retourne sur ce que je faisais avant. Mais si ce que je vois aujourd'hui est avantageux, me convient, bah, je reste dedans. Donc, à ce jour, pour toi, la religion chrétienne, c'est une religion qui répond à tes attentes? À mes attentes, ça va. D'accord. Donc, à ce moment-là, c'est OK pour toi? C'est OK pour moi. Okay. Si quelqu'un trouve que, et aussi venir chez Jésus-Christ n'est pas de... Aujourd'hui, c'est plus de force, c'est pas plus de force, ou c'est volontairement, tu viens chez Christ. Donc, de ce fait, moi, j'ai pas de problème avec ça. Si tu acceptes, tu viens. Si tu n'acceptes pas, bah, tu ne viens pas. Ok, bon. C'est bon à savoir. Bref, j'espère que cette petite divergence d'opinion, il fallait un peu le titiller, ça aura permis d'avancer un peu. Ok, aujourd'hui tu es auteur, conférencier, et quand tu parles de conférence, ça me fait penser au week-end de l'écrivain. C'est ça. Et je vois que tu fais partie parmi les rares, si ce n'est le seul conférencier qui a participé aux deux éditions du week-end de l'écrivain. Et moi j'aimerais savoir comment tu as déjà trouvé ces événements-là. Honnêtement, c'est la première édition déjà, ça m'a rapporté énormément. J'en ai même parlé dans une interview. Dans une interview, ok. Grâce à la première édition, j'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai côtoyé des personnes, des ministres. Bon, quand j'étais rentré au Togo, les chaînes m'ont invité à venir parler de mon livre. Oui. Et la seconde édition, c'est top. C'était un moment unique. Ah ouais. Parce que là, il y a des invités de marque. On a pu échanger des contacts. Et il y a des projets qui se dessinent. C'est juste que il est question juste de temps pour que ça se concrétise enfin. C'est ça. Ah ouais, ok. Surtout quand même pour la deuxième édition. Non, c'était top, lourd. Ah super, surtout que c'est le repas à la maison et tout. Ça, la veille aussi, c'était... Non, unique. C'est un moment inoubliable. C'est top. Et justement, il me semble que pendant la conférence, tu as dit un truc et tu nous as laissé sur notre fin. Comment vivre en France sans payer de loyer? Ça, c'est très, très bien. Ouais. Comme on est sur une antenne, je ne vais pas dévoiler tout le secret, mais je peux donner quelques... Oui, donne-nous des pistes. Il me dira en off, mais je crois qu'il le dit dans son livre, il explique tout comment vivre en France sans payer de loyer. Sans payer. Comment vivre en France sans payer de loyer? Parce que c'est une thématique que tu as abordée au cours du week-end de l'écrivain 2023, je n'ai pas oublié. Sauf que tu nous as laissé sur notre fin. Ouais, ça a semé énormément de tollé. Ouais. Comment on fait pour vivre en France sans payer de loyer? Il faut préciser qu'il faut vivre en France en tant qu'étudiant. En tant qu'étudiant sans payer de loyer. Oui. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, j'ai abordé sur ce plateau beaucoup de thématiques autour des études en France. Donc, j'ai parlé aussi du contrat d'alternance. Oui. Et derrière, il y a aussi Mobili Jeunes. Il y a aussi d'autres aides que je ne vais pas citer ici. Donc, qui fait que l'étudiant, en fin de compte, quand il fait bien ses calculs, il se retrouve sans payer le loyer. Mais ces informations-là, ce ne sont pas des informations que tu vas trouver sur Internet. C'est ces informations que je partage dans le livre. Dans le livre,
Les études en France, vérité cachée. C'est ça. Mais est-ce que c'est pas du bluff ce que tu racontes? C'est vraiment possible de vivre en France sans payer le loyer? C'est possible. Je suis un exemple ou bien un témoin vivant. Donc toi, tu as vécu en France pendant combien de temps sans payer le loyer? Juste actuellement, jusqu'à maintenant. Jusqu'à présent? Ouais. Et ça, tu révèles dans le livre Les vérités cachées? C'est ça. Et qui coûte à peine combien? 29,99 €? Ouais. Sur argentlivre.com. Ok, bon. C'est vrai que c'est tentant, hein? Attends. Tu promets qu'en lisant ce livre, on va trouver cette stratégie? Ces informations, ouais. Ou soit vous me contactez, si vous n'avez pas cerné, je vous livre tout. Oui, mais donne-nous quand même un petit truc. Ouais. Un petit truc comme ça, voilà. On peut commencer par où? Ne donne pas tout, mais ok, je ne veux pas payer de loyer en tant qu'étudiant. Un petit truc comme ça. Un petit truc? Oui. Je viens de dire, j'ai parlé du contrat d'alternance où tu as des gratifications. Il y a aussi, je ne vais pas donner le nom des aides, oui. Mais il y a des aides qui te permettent, par exemple, de payer ta formation de permis de conduire, oui. Et aussi ton loyer. Oui. Je ne vais juste pas donner les noms, mais... mais lorsqu'on se donne la bonne information, c'est possible. Oui, c'est possible. Il faut avoir en tant qu'étudiant. De toute façon, ceux qui veulent en savoir plus aussi, dans la Students Academy, je pense que... Ouais, on est là pour ça, c'est ça. Ah ouais, là, c'est du lourd. Bon, tout de suite là, pour ceux qui veulent contacter Yaovi Dabla, plus 33 7 66 48 68 66. Parfait. Voilà. Donc, vous pouvez le contacter directement, il vous donnera les astuces. Ou bien rejoignez la Students Academy et vous dira comment vivre en France en tant qu'étudiant sans payer de loyer. Ça, c'est du lourd, ça. Ok. Bon, ça, c'était le volet conférencier. À ce jour, tu as donné combien de conférences quand même? À ce jour, alors, est-ce que je peux même les compter? Ah, il y en a tellement. Bon, pas tellement. Oui, mais sur un an, je pense que tu as un 7, an, non? Oui, 5. 5? Oui, 5. Week-end de l'écrivain 2. J'en ai participé aussi à d'autres sur l'entrepreneuriat. Oui. Donc, du coup, 3. Oui, ça fait 5, oui. Ah ouais, quand même. Et ça, c'est depuis la sortie de tes livres? Oui, c'est depuis la sortie de mes livres. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, le fait d'être auteur? Parce que je vois que tu t'arrêtes plus là. Je m'arrête plus. Je vais même rééditer le livre Les vérités cachées, justement. Ouais. Donc, ça m'a, comme je disais tout à l'heure, ça m'a apporté énormément de choses parce que j'ai dit tout à l'heure que j'étais quelqu'un de solitaire. Donc, je vivais une vie en autarcie. Oui. Donc, ça a fait que je suis sorti, je ne vais pas dire de ma zone de confort, mais j'ai pris des initiatives. Oui. Telles que écrit même un deuxième livre et aussi créer une structure qui accompagne les gens. Et de là, je construis mon réseau, ainsi de suite. D'accord. Ça veut dire qu'en fait, le livre t'a permis de sortir de ta coquille. Oui. Et à partir de ton livre, tu as donné des conférences, tu es rentré dans certains milieux. C'est ça qui t'a permis d'avoir des contacts qui te permettent de plus en plus d'avancer, c'est ça. Ouais. Parce que tu as précisé que ça fait moins de 5 ans que tu es en France, non? Oui, moins de 5 ans. J'étais rentré en 2019, novembre 2019. Ah ouais, ça va vite, hein? Ouais, ça va vite. Ah, ok, non, c'est super. Et tes livres qui sont parus aux éditions Argent Livre. Oui. Et moi, j'aimerais bien savoir, qu'est-ce que cette maison d'édition t'a apporté? Ah, ça, je voulais dire ça lors de la conférence, mais je n'avais pas pu. Ah. Avant d'éditer mon premier livre, oui. C'est vrai que j'ai fini, même avant de commencer la rédaction du premier livre, oui. Je sais que je vais me faire éditer par une maison d'édition. Donc, du coup, j'ai fait la liste de 37 maisons d'édition, si je me rappelle bien. Donc, du coup, j'ai contacté quelques de la liste. J'ai fini le livre, mais je n'ai pas toujours eu de retour. J'ai relancé, rien du tout. Un jour, je me promenais sur Facebook et j'ai vu « Nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience. Oui. J'ai dit « Mais Valère, je connais Valère. Depuis quand il a une maison d'édition ?» Ok, j'ai pris le numéro sur l'affiche. J'ai contacté directement, je suis tombé sur Nelly. Oui. Et j'ai demandé les informations nécessaires. Elle m'a tout expliqué. C'était clair, du professionnel. C'est pas compliqué en fait. C'était simple en vrai. Donc du coup, tout s'était bien passé. Moi, je pensais que le livre allait prendre 2 mois, 3 mois avant de sortir. Ouais. En moins d'1 mois, mon premier livre est sorti. Je me suis dit, c'est incroyable. D'accord. C'est là où j'ai pris goût. Je me suis dit, allons-y à fond. Et ouais, là, tu m'as dit que récemment, tu étais en rupture de stock. Oui, j'étais en rupture de stock pour le deuxième livre. Oui. C'est ça. En tout cas, on va continuer. Ça partait, non. Surtout après le week-end de l'écrivain, non.
il y a énormément de commandes. Donc, ouais. Tu sais, moi, ça me fait vraiment plaisir de savoir que... Parce que des fois, nous, on n'a pas de retour, tu vois. D'accord. Du coup, des fois, on a du mal à mesurer vraiment la pertinence de ce qu'on fait. D'accord. Donc, le fait d'avoir ces petits retours nous permet de dire, ah ouais, donc ça a vraiment du sens. Non, ça a du sens. Ça a du sens. Ouais. Parce que même quand j'étais au Burkina Faso, on a eu une auteure qui s'appelle Madame Yvonne Ouattara, qui fait un gros big up. Le titre de son livre, c'est Vous, le stress est votre allié. C'est ça. C'est une dame, elle fait beaucoup dans la gestion du stress et tout. Elle était à hauteur de 2 livres par le passé. Ah ouais. Donc, autant dire qu'elle avait déjà de la bouteille, quoi. D'accord. Et donc, quand on a eu un coaching, elle m'a dit, ouais, bon, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter en termes d'écriture? Donc, du coup, on partait vers elle, les techniques. Elle lui dit, bon, peut-être qu'avant, ce que vous avez utilisé comme technique fonctionnait, mais de nos jours, ça ne marche plus. Oui. Il y a une nouvelle approche à avoir. Et du coup, elle dit, bon, ok, je vais vous faire confiance. Donc, elle vient nous faire confiance. Elle lui dit, bon, voici l'approche que nous, on vous propose et tout le bazar. Et il faut savoir que c'est une femme qui n'a pas sa langue dans sa poche. Quand ça ne va pas, elle te dit que ça ne va pas. Clairement, direct. Ouais, ne cache pas, elle ne marche pas ses mots. Et donc, c'est elle qui a l'initiative de venir me voir. Elle me dit, Valère, est-ce que tu sais que ce que tu m'avais dit était vrai? Et il commence, elle me dit, depuis que mon livre est sorti, déjà, il y a eu 2 contrats. Tu vois. C'était à moins de 2 mois. Tu vois. Elle a eu 2 contrats avec des associations avec qui elle travaille. Je me suis dit, waouh, c'est génial. Dans le fait que tu nous fasses un retour comme ça, il y a différents éléments qui nous permettent de déjà... Non, ça, c'est du lot, c'est un bon travail que vous faites. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, la sortie de mon premier temps pour moi, de mon premier livre, mon premier ouvrage, ça m'a permis aussi d'avoir quelques contrats. Bon, c'est vrai que je ne l'ai pas parlé d'une entreprise que j'avais fondée entre-temps, mais je ne suis plus dans cette entreprise. Honnêtement, c'est grâce à ce livre. Donc, vous faites énormément du boulot pour nous parce que je ne trouve pas aujourd'hui, peut-être je ne connais pas encore la maison d'édition, mais ce que vous faites, surtout sur la communication de nos livres, c'est énorme. C'est énorme. Vous nous donnez de la visibilité, communiquer autour de nos... Non, c'est énorme. Même, ça ne s'arrête pas uniquement sur nos livres, mais sur nos produits et services. Moi, j'avoue que c'est énorme. Merci en tout cas, merci. On vous remercie beaucoup pour... on essaye, les éditions Argent Livre, on essaye. Parce que nous, comme je l'ai toujours dit, notre vision, c'est qu'on espère vraiment l'objectif qu'on poursuit vraiment de fond en comble, c'est que d'ici 2, 3, 4, 5 ans, quand on a au moins 1 ou 2 auteurs qui crèvent le plafond, quoi. On se dit, waouh! Je ferai partie de... en tout cas, on est en train de poser pour qu'on ait au moins 2 auteurs qui se disent, ouais, lui là, c'est du lourd, quoi. On dit, ok, 1 million d'exemplaires qui passent sur toutes les chaînes de télé. Ouais. Vraiment, c'est l'objectif qu'on poursuit parce que, bon, on aime bien Robert Kiyosaki, on aime bien Napoléon Hill, on aime bien Anthony Robbins, on les aime bien sur ce qu'ils font au quotidien, on apprécie, on apprend d'eux. Oui. On aimerait qu'avant de les citer, prochainement, on cite un Yaovi Dabla, on cite une Esther Bois, on cite un Herman Kamga. Qu'on les cite d'abord, tu vois. C'est ça. Et surtout que dans la communauté afro, nos auteurs ne sont pas connus par les nôtres. Et ça, c'est ce qui me tue quand j'arrive dans une bibliothèque ou une librairie en Afrique. Je me rends compte que plus de 90% des ouvrages qui sont sur les étagères sont des ouvrages écrits par des Américains. Parfois, on ne connaît même pas. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a fait de ça notre émission. Il y a des challenges, mais on ne pleure pas. On ne pleure pas, c'est ça, c'est interdit. C'est interdit. Du coup, tu m'as dit que tu étais fiancé? Oui, c'est ça. Ok, depuis que tu es auteur, comment ça se passe avec les filles? Depuis que je suis auteur, j'avoue que récemment, il y a quelqu'un qui me posait cette question de savoir est-ce que, comme je monte tout le temps sur les scènes, comment ça se passe et tout. Ouais, c'est vrai que j'ai pas mal de, je vais dire, je sais pas si c'est des dragues, mais quand la personne te contacte, tu sais en même temps que... Ouais, bon, tu sais qu'il y a elle veut pas dévoiler clairement ce qu'elle veut, mais en fait, c'est pas parce que tu es rentré dans une boutique, tu es parti acheter une paire de chaussures et que tu as trouvé une autre et tu vas encore l'acheter. Oui. Donc, moi, je pense que c'est une question de, comment je vais dire, de discipline. De discipline parce que tu as déjà fait la promesse à quelqu'un d'autre. Ben, pourquoi encore courir derrière quelqu'un pour juste te dépenser de l'énergie inutilement? Donc, c'est pour ça que c'est vrai que j'ai pas mal de sollicitations de gens qui, sur les réseaux, n'en parlons même pas. Donc, ça veut dire que depuis que tu es auteur, ta cote de popularité est montée. Oui. Autant auprès de la gente masculine que la gente féminine. Oui. Et du coup, la gente féminine essaie de se positionner. C'est ça. Et comment est-ce que ta copine le vit, ta fiancée le vit? Bon, ma fiancée, c'est vrai qu'on ne vit pas ensemble. Oui. Donc,
elle est au Togo, moi, je suis ici. Oui. Donc, c'est vrai que je lui en parle de temps en temps, mais pour ne pas. Je sais que j'ai confiance en moi. Elle a confiance aussi en moi. Oui. Mais parfois, bon, ça peut la frustrer aussi. Donc, du coup, si elle entend tout le temps... Toutes les filles là qui te courent après, donc, et tout le bazar. Parfois, c'est vrai que je ne lui dis pas tout et tout, mais bon, quand on sera ensemble, bah, tout sera clair. Ok. Et justement, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que lorsqu'on est en couple, on doit donner les accès de son téléphone et tout le bazar à sa copine? Bah, je donne l'accès de mon téléphone à ma copine. Je n'ai rien à cacher. Donc, mais à chaque fois que moi je rentre en vacances, je laisse mon téléphone là. C'est le moment même que je me débarrasse de mon téléphone. Elle a accès à tout. Ouais, messages, Facebook. Je n'ai rien à cacher. À cacher, c'est ça. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent que bon, non, ça va, tu me fais confiance, le téléphone c'est privé, tu n'as pas besoin de regarder mes messages et tout le bazar. Tu en penses quoi, toi? En fait, après tout, c'est leur avis. Hein. Oui. Mais si tu partages, tu partages ta vie, ça veut dire que ta vie est moins importante que ton téléphone. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Ouais. Tu partages ta vie avec quelqu'un et c'est ton téléphone que tu ne peux pas partager avec cette personne-là. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. D'accord, ok. Donc, pour toi, un homme ou une femme qui a son téléphone et qui n'accepte pas que son conjoint puisse avoir accès à son téléphone, ça veut dire qu'il y a quelque chose à cacher. Ouais. Donc, il y a anguille sous roche. C'est ça. D'accord. Ok, ça marche. Et pour parler un peu de l'actualité, tu vois, il y a les coups d'État. Récemment, c'était au Gabon. Oui. Avant, c'était au Niger. Et avant, encore, c'était au Burkina Faso. Qu'est-ce que tu penses de tout... Qu'est-ce que tu penses de toutes ces... Tout ce mouvement, voilà, en Afrique? Le coup d'État, ce n'est pas quelque chose qu'on doit souhaiter à un État. Mais il y a eu déjà des coups d'État. C'est vrai que c'est virtuel quand on tripatue une constitution qui dit de base que tu dois faire que 2 mandats et on se retrouve à faire N mandats. Ce sont des coups d'État qu'on est en train de faire à la constitution. Mais je ne suis pas en train de dire que ce qui se passe dans des pays où il y a les coups d'État, c'est bien. Mais si c'est la façon où on doit se débarrasser de ceux qui pillent les ressources du pays, bah pourquoi pas? D'accord. Ouais. Donc toi, tu estimes que ça pourrait être une solution d'urgence? Une solution d'urgence. En ce sens où... Dire ça, c'est très fort, mais c'est pas le recours. Je vais pas dire, bon, je perds les mots, mais je vais dire que c'est pas une solution d'urgence. On peut trouver, par exemple, s'asseoir autour d'une table, discuter, négocier, ainsi de suite. Mais si on a beaucoup essayé, mais ça ne marche pas, et il y a juste une famille qui prend juste, qui s'accapare de la richesse du pays, bah moi je trouve que, parce qu'on définit aujourd'hui, je ne sais pas si les gens se rappellent même de la définition de la démocratie. On dit la démocratie, mais je ne sais même pas ce qu'ils appellent la démocratie. Mais peut-être c'est parce qu'on a une démocratie occidentale qui ne marche pas avec les réalités africaines. Donc ça veut dire que la démocratie en Afrique, c'est différent de la démocratie en... Est-ce qu'en Afrique, on a vraiment besoin de démocratie? Parce que je prends par exemple le cas de la Chine, où le chef d'État a des mandats, il peut rester au pouvoir de manière indéterminée. Alors ça, c'est la réalité de la Chine. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi avoir une réalité en Afrique? Si on trouve cette réalité, pourquoi ne pas l'appliquer? Si les ressources du pays peuvent être réparties, c'est vrai qu'on ne peut pas répartir de façon égale, équitable ces ressources, mais il faut que le citoyen lambda qui se lève chaque jour puisse trouver à manger, à se vêtir, trouver le nécessaire en fait. Donc toi, tu penses que c'est à cause de certains politiciens que le citoyen lambda n'arrive pas à se nourrir en Afrique? Il y a ça aussi, je ne veux pas dire que c'est uniquement ça, il y a ça aussi, parce qu'il y a une décision politique qu'on peut prendre qui bouleverser tout un pays. Ouais. Donc, je pense que ça aussi contribue. Ça peut avoir un impact sur le peuple. Néanmoins, en Afrique, quand même, du regard que j'ai, je ne sais pas lequel tu as, on ne meurt pas de faim pour celui qui veut se battre, qui sait se battre. Oui, ça, j'avoue. Voilà, du regard que j'ai en tout cas. Je ne sais pas si c'est le même de ton côté. C'est le même de mon côté. Et aussi, je vais ajouter que le fait que, c'est vrai, en Afrique, il n'y a pas de stress. Hein. On vit librement, on est tranquille, il n'y a pas de stress. Mais sauf qu'on est trop dans la distraction. Ça, c'est sûr. Ouais, on est trop dans la distraction. Donc, du coup, si tu te bats, ça, tu vas trouver aussi ton pain quotidien. Yes, si tu te bats, tu vas trouver ton pain quotidien. Ouais. Ok. Et imaginons que tu es une sœur
un frère, un ami, qui pour lui, les réseaux sociaux, c'est uniquement pour s'amuser, pour se distraire, pour rire, comme j'ai pour l'habitude de le dire. Comment tu fais pour lui faire comprendre que sur les réseaux sociaux, il peut s'éduquer, il peut faire de l'argent, il peut s'instruire et devenir une meilleure personne? Comment tu fais pour l'amener à comprendre cela? Ouais, déjà, il faut partir sur la sensibilisation. Parce que c'est vrai, il y a des gens qui utilisent, ils ont découvert plutôt les réseaux sociaux grâce à la distraction. Donc, du coup, ils continuent dans le même sens. Donc, du coup, il faut déjà sensibiliser. Je vais sensibiliser déjà la sœur. Lui montrer comment qu'elle peut utiliser ces réseaux sociaux pour pouvoir gagner de l'argent, se former, se développer. Donc, je vais commencer par la sensibilisation et après tout, les stratégies vont venir après. D'accord. Parce qu'il ne suffit pas de dire non, parce que c'est l'éducation qu'on a toujours reçue. On dit non, mais sans toutefois nous expliquer pourquoi on nous dit non. Et le comment aussi. Et le comment aussi, c'est ça. D'accord, ok. Et la lecture. Est-ce que qu'est-ce que la lecture a eu comme impact dans ta vie? C'est énorme ce que la lecture m'a donné. Parce que si j'ai commencé à écrire, c'est grâce à la lecture. C'est grâce à la lecture. Ouais. Je dis souvent, le livre que j'ai commencé... Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas la lecture. Comme moi. J'aime pas la lecture. Ouais. Je peux dévorer un livre de maths, de physique. Oui. Mais prendre un livre juste pour lire, non, c'est rare. C'est rare. Mais le livre qui m'a beaucoup marqué, c'est le livre de Lise Bourbeau. Oui. Écoute ton corps. Écoute ton corps. C'est ce livre qui m'a montré que je suis le seul responsable de ma vie et que tout ce qui m'arrive, je suis le responsable. Et à partir de ce livre, j'ai découvert aussi le livre du coach Kanyama, La chef de ma mère. Okay. C'est ce livre qui m'a donné beaucoup d'énergie et c'est grâce à ça j'ai pu accomplir tout ce que j'ai fait. Un gros big up au coach Ricardo Kanyama, si jamais il regarde ce podcast. La chef de ma mère. La chef de ma mère. Disponible sur argentlivre.com, c'est une pure merveille. Ok, là tu nous as donné un auteur africain. Est-ce que tu peux nous citer 2 autres auteurs africains qui t'ont marqué et qui t'ont permis de devenir la personne que tu es aujourd'hui? 2 autres africains. Auteurs africains, qui m'ont permis de... Livre des auteurs africains. Je ne sais pas si... il est 40 ans de prison. C'est Maxime Victor. Maxime Victor. Haïtienne. Bon, c'est la communauté black, on va dire. J'ai lu aussi son livre. Donc, je peux dire que ça m'a apporté beaucoup, surtout sur la vente. Et ton livre aussi, Vente comme un sniper. Aïe, je reçois. Parce que avant je faisais une activité. Et donc, du coup, je me rappelle que tu m'avais appelé quand tu faisais une conférence à Marseille. Oui, sur la vente. Maîtriser l'art de la vente. L'art de la vente. C'est vrai que j'utilisais une technique avant, ça ne marchait pas. Mais grâce à ce livre, non. J'ai appris énormément de choses. Et j'ai lu la même chose dans un livre de Claudel Novici. Oui. Donc, ça m'a énormément aidé sur la communication, la vente. Alors, la vente, on a souvent l'impression que c'est juste le produit. Non, mais il y a toute une technique, un environnement à créer derrière avant d'effectuer une vente. Non, ça c'est clair. Et beaucoup de gens ne le comprennent pas. Ils se disaient qu'il faut seulement prendre un produit, mais si l'étagère et dire genre achetez. Acheter, non, ça ne marche pas comme ça. Ça n'a jamais marché comme ça. Voilà pourquoi le plus beau dicton justement que je tiens aussi de Maxime Victor, c'est que le vendeur amateur improvise, tandis que le vendeur professionnel planifie. Oui, planifie ses ventes. Et ça, c'est le niveau. Les ventes commencent après la vente. Ouais, c'est ça. Il faut que les gens comprennent ça. Et j'aime à dire que, quelque part, si les Africains étaient les meilleurs vendeurs, on se porterait mieux. Parce que la vente, c'est le cœur de tout business, de toute entreprise et tout bazar. Et si, justement, on veut gagner de l'argent, il faut vendre. Il faut vendre, c'est ça. Il faut savoir vendre. Parce que si un entrepreneur qui ne sait pas vendre, il n'y aura pas du cash, quoi. Et tu doutes bien que dans un pays où on a des mauvais vendeurs, c'est un pays qui ne fera pas d'argent. Et donc, il s'en suivra tout ce qui suivra. Et malheureusement, en Afrique, comme disait Claudel dans un podcast qui sortira très bientôt, nous sommes dans une économie de tutoriels. Nous, parce qu'on a vu 2-3 vidéos sur YouTube, ça y est, on se lance et on commence à apporter les titres d'experts. On ne va pas jusqu'au bout des choses. Et malheureusement, ça nous porte préjudice. Et justement, j'espère qu'au travers des livres que tu écris, des actions que tu poses au quotidien, que ça permettra de sensibiliser 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Et comme ça, afin qu'eux aussi puissent avoir l'étincelle qui leur permettra d'accomplir des choses beaucoup plus intéressantes. Ouais, c'est pour ça qu'on écrit. Yes. Voilà.
Ben écoute, ça a été un plaisir pour moi de t'avoir dans ce podcast. Je pense qu'on est pratiquement à 1 heure et demie. Ouais. Puisque c'est toi l'invité, quel est je te laisse le message de fin. Qu'est-ce que tu aimerais que la personne qui regardera cette vidéo dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 50 ans puisse retenir comme message? Récemment, je regardais une vidéo où un élève posait à son professeur qu'il a lu beaucoup de livres, mais il ne retient rien jusqu'à aujourd'hui. Et le professeur l'a invité au bord d'une source d'eau. Et bon, à côté d'eux, il y avait une passoire, une très sale passoire. Ouais. Et le professeur lui a dit de lui ramener de l'eau avec la passoire. Et l'étudiant ou bien l'élève, quand il met la passoire dans l'eau pour puiser, avant de faire le premier pas, il n'y a plus d'eau dedans. Ouais. Il faisait ça pendant plusieurs heures, il n'y a plus d'eau. Et puis, au final, il est venu devant le professeur pour s'excuser que désolé de ne pas pouvoir ramener de l'eau pour étancher sa soif. Le professeur lui dit non, de ne pas s'excuser que de regarder l'état de la passoire. Au départ, la passoire était très sale, mais en la mettant dans l'eau, elle est devenue tout propre. Donc, c'est ce que les livres font. Quand tu lis les livres, ça te lave, ça te dépouille de tout ce que tu as comme des a priori, des idées pré-reçues, des idées saugrenues qui ne t'apporteront rien. Donc, c'est ce que les livres font. Donc, ils te lavent complètement, ils te donnent une nouvelle idée, une nouvelle pensée, un nouveau mindset. Yes. Donc, ce que je vais dire, c'est de lire. Continue toujours à lire. Même quand tu te réveilles, lecture. Quand tu vas te dormir, lecture. C'est ça. C'est lourd. Ouais. C'est lourd. Et donc, premier livre, Les études en France, les vérités cachées. Pourquoi est-ce qu'une personne devrait lire ce livre? Une raison. Une seule raison. Si tu es quelqu'un qui aime gagner du temps, quand on aime le dire souvent que le temps c'est de l'argent, il faut lire ce livre. Ah. Ouais. Ok. Donc pour quelqu'un qui veut gagner du temps, c'est le livre à lire, Les vérités cachées. Surtout qu'il apprendra comment vivre en France en tant qu'étudiant. Sans payer de loyer. Énorme. Ok. Et ensuite, les révélations sur la chrétienté. Oui. Pourquoi est-ce qu'une personne devrait lire ce livre? Une raison. Si tu veux savoir un vrai chrétien, ce que la Bible appelle un vrai chrétien, il faut lire ce livre. C'est vrai qu'il y a des idées aujourd'hui qui disent que tel n'est pas vrai, tel est faux. Si tu veux vraiment savoir qui est appelé par Dieu et comment lire efficacement la Bible, il faut lire ce livre, Révélation sur la chrétienté. Yes, mais je pense que tu auras compris ma personne. Si tu veux savoir qui est vraiment appelé par Dieu, il faut lire Révélation sur la chrétienté. Et si tu veux gagner du temps, et surtout savoir comment vivre en France sans payer de loyer, il faut lire le livre Les études en France, les vérités cachées, écrit par Yaovi Dabla, par les éditions Argent Livre, disponible sur argentlivre.com, ou alors en contactant tout simplement l'auteur au plus 33 7 66 48 68 66. Cela étant dit, merci beaucoup Jérôme. Merci Valère, merci à toi et toute mon équipe. On essaye. Ouais. Moi, merci à toi pour la confiance, pour le temps que tu as décidé de prendre un mercredi matin. Il est 9h. Et tu as pris de ton temps pour venir, pour qu'on puisse échanger et partager une fois de plus ton expérience avec la communauté. Ouais. En fait, bon, c'est pas un réflexe, quoi. Okay. Je regarde même parce que je sais. Ok. Cela étant dit, ma personne, j'espère que ce petit podcast t'aura apporté de la valeur. Si tel est le cas, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. C'était Valère Bélias avec Yaovi Dabla. Et on te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Minakano. L'une des caractéristiques des dieux, c'est que les dieux sont immortels. Écrire, c'est devenu immortel. Donc pour moi, les auteurs sont des dieux. Après votre mort, la seule chose dont les gens se rappelleront, c'est ce qu'ils seront devenus grâce à vous. Donc derrière chaque auteur, vous découvrirez une histoire, une expérience. Et ils font partie de ces personnes-là qui ont décidé de devenir des sources d'inspiration pour leurs confrères et pour les générations futures. Avoir des maisons d'édition comme Argent Livre, c'est à féliciter, c'est même à encourager. Il n'y a pas de grand peuple sans grand professeur. Chaque génération doit trouver sa mission.
soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ta souffrance, soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ton empathie pour les autres. Il faut que l'Afrique laisse trace et qu'elle dise ce qu'elle fait par elle-même.